Donc bonjour à tous. Le thème du séminaire de ce matin est déployer les meilleures pratiques du merchandising, recommandations pour votre site marchand. Paul-Émile Cadillac qui m'accompagne ce matin et qui est fondateur de Performance Interactive. Bonjour Paul-Émile. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. A sorti un livre récemment aux éditions Duno qui s'intitule l'e-merchandising, un atout pour le e-commerce. Donc ce que nous vous proposons ce matin, c'est de partager sa vision du e-commerce de demain, mais surtout aussi de vous dévoiler quelques conseils pour optimiser votre site e-commerce. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on exposera aussi durant cette matinée des exemples autour de clients Compario, comment ils ont, je dirais, aujourd'hui déployé ces différents conseils que peut aujourd'hui prodiguer Paul-Émile. Pour démarrer, je vais laisser la parole à Paul-Émile, nous présenter peut-être rapidement qui est Performance Interactive. Oui, en deux mots, nous sommes donc un cabinet de conseil. Donc, j'entends par là que nous n'avons pas de ressources de production, ce qui est important parce que nous sommes donc agnostiques vis-à-vis de quelques solutions que ce soit. L'objectif est vraiment d'accompagner nos clients sur la performance marketing et commerciale de ce que j'appelle le dispositif interactif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, ça passe par le site internet, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est tout le plan de création de trafic, bien évidemment. C'est les programmes relationnels dont je pense on parlera un peu plus tard, et puis le multi-support et multicanal qui sont aujourd'hui incontournables dans le cadre du commerce. Donc on n'est pas les spécialistes du site vitrine, on intervient principalement sur du e-commerce à trois niveaux. Stratégie et assistance à maîtrise d'ouvrage. Il arrive encore tel que par exemple pour le groupe Phoenix Pharma, on crée des business plans parce que ils ne se sont pas encore lancés dans le e-commerce. On positionne ou repositionne des marques ou des enseignes, on réalise des études de marché, etc. Et de plus en plus, on nous demande d'intervenir sur des problématiques d'organisation et de conduite du changement, notamment tous les services et fonctions qui sont en liaison avec le e-commerce. Le cœur de notre métier, c'est quand même ce que l'on appelle donc le design d'expérience utilisateur maintenant, donc à travers la conception de sites e-commerce et d'applications qui correspondent. On travaille et sur le design et sur la rédaction des cahiers des charges, et dans ce cadre-là, on lance des appels d'offres pour trouver les meilleures solutions. Et puis enfin, qui dit performance dit démarche d'optimisation permanente, là aussi on en parlera plus tard. On a mis en place une méthode particulière de suivi de la performance commerciale des sites e-commerce. Et puis enfin, donc on intervient aussi bien dans le B2C que dans le B2B. On n'est pas les spécialistes d'un secteur d'activité ou d'un univers de produit. Voilà maintenant plus de 10 ans que nous travaillons sur la compréhension du bouleversement du comportement des acheteurs ou consommateurs du fait d'introduire des relations interactives avec eux à travers donc ce fameux dispositif interactif. Donc on a pas mal de références aujourd'hui, je pense maintenant une petite centaine de projets. Comme vous pouvez le voir à travers ces quelques références, encore une fois, on n'est pas spécialiste d'un site en particulier. On a travaillé pour la grande distribution, on a travaillé pour la pièce automobile, pour le B2B. On a aidé à vendre encore mieux des voitures en ligne avec Aramis, où on dépose sa carte bancaire pour arrêter la vente d'une voiture. Donc un très très grand nombre d'expériences. L'intérêt est qu'on a pu mener du coup des études comportementales assez pointues sur l'ensemble pour comprendre encore une fois quel était le bouleversement en termes d'usage aujourd'hui lié au e-commerce en général. Merci Paul-Émile. Donc juste un mot pour représenter Compario, si vous ne nous connaissiez pas. Compario est un éditeur de logiciels dont le domaine d'expertise repose sur trois grands piliers fonctionnels qui sont le merchandising, la recommandation produit et la personnalisation. On parle beaucoup aujourd'hui de l'expérience client, et ça quel que soit le point de contact client. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va se focaliser un peu sur le web, on aura aussi l'occasion de parler d'autres canaux que Compario est capable d'animer, que ce soit tout ce qui est lié au digital, les bornes tactiles, les applications mobiles, des tablettes vendeurs, etc., mais aussi des nouveautés qui vont concerner l'animation des emails, mais aussi des call centers autour de quelques expériences. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 150 sites
qui sont déployés autour de Compario dans 20 pays. Et nous avons aujourd'hui bien une particularité en tant qu'éditeur de logiciels, c'est d'avoir ce qu'on appelle une approche d'open innovation, qui est en gros une communauté de nos clients. Et c'est nos clients qui votent la roadmap. On a organisé très récemment avec nos clients le lancement de cette nouvelle version qu'on vient de lancer, et on leur demande chaque année de nous proposer un certain nombre d'évolutions. Voilà. Donc ça, c'est assez notable pour un éditeur de logiciels, c'est de donner la parole à ses clients pour l'usage au quotidien. Des grands noms du commerce utilisent Compario. Voilà, vous en voyez quelques-uns, des gens comme Casino, comme Decathlon, Yves Rocher, Etam, voilà. Et puis un client, parce que je sais qu'il est là ce matin et je vous remercie, c'est Toupargel qui suit cette conférence et qui est utilisateur de la solution. Donc Paul-Émile, vous venez de sortir un ouvrage, donc ce qu'on disait aux éditions Duno, l'e-merchandising, un atout pour l'e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est née l'idée d'écrire cet ouvrage? Alors en fait, c'est une vieille idée. J'ai écrit le sommaire de cet ouvrage il y a déjà un peu plus de 10 ans. Le problème, c'est que mon cœur de métier, c'est pas l'écriture, donc il a fallu que Duno vienne me chercher il y a de ça un an et demi, pour que je passe à l'acte. Qu'est-ce qui a motivé cela? C'est vrai que depuis que je travaille dans le e-commerce, ma réaction spontanée a été de faire le distinguo, j'allais dire de manière un peu bestiale, entre ce qu'on nous propose sur les circuits traditionnels, ce qu'on nous propose en vente à distance et ce qu'on arrivait à proposer à l'époque à travers des interfaces extrêmement textuelles sur le e-commerce. Et très très vite, en fait, le terme de merchandising est apparu. J'ai même je me suis associé à un moment donné à une web agency qui parlait du net merchandising déjà en 95-97. Donc c'est un sujet qui m'a tout de suite préoccupé, peut-être parce que j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans un grand magasin où c'est le temple du merchandising, où l'objectif est de faire vivre de vraies expériences aux clients. Et c'est vrai que force est de constater qu'aujourd'hui, à travers 3 onglets, le traditionnel menu XXL, des filtres à gauche et des listes de produits qui sont très pauvres, c'est difficile de faire passer véritablement un besoin d'acheter. Alors bon, il y a des gens qui y parviennent, évidemment, il y a des Amazon, des Cdiscount aujourd'hui réalisent plus d'1 milliard, 1,5 milliard sur leur site internet. Donc on ne va pas les critiquer. Néanmoins, si on regarde leur merchandising, on va s'apercevoir qu'il est extrêmement pauvre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils répondent qu'à une toute petite partie de la problématique, c'est-à-dire, maintenant que vous savez ce que vous voulez, pour schématiser, vous venez chez moi, et puis un peu comme chez Google, il y a un moteur de recherche, vous tapez le nom du produit, puis vous tombez sur la fiche produit et vous passez à l'acte. En revanche, dès lors que vous commencez à rentrer sur ces sites avec des besoins beaucoup plus génériques, donc et que vous tapez des mots-clés génériques de type appareil photo, par exemple, vous allez vite vous apercevoir qu'on est loin du vendeur de la FNAC qui vous accompagne. Donc, on aura l'occasion de reparler du moteur de recherche dans cette présentation. Voilà. Juste pour finir sur cette partie-là, donc Paul-Émile qui a sorti son livre aux éditions Duno, Compario a voulu faire une édition spéciale, c'est-à-dire qu'on a repris les propos de Paul-Émile. Et moi, je vous conseille à tous de lire cet ouvrage qui risque de devenir un ouvrage de référence, tant il est riche à travers des exemples et les propos qu'il peut avoir dans ce bouquin. Et donc, Compario a décidé de faire une édition spéciale qui a été de reprendre un peu tous les propos de Paul-Émile et de se dire comment nos clients avaient pu déployer ces meilleures pratiques, à la fois en termes de merchandising, de recommandations et de personnalisation. Ma première question, Paul-Émile, je dis souvent, on dit le commerce est millénaire, le e-commerce n'est en réalité que naissant. Quel constat vous faites aujourd'hui du e-commerce en 2013 ? Quitte à être provocateur d'entrée, je dirais que ça ne fonctionne pas, clairement. Aujourd'hui, la FEVAD a référencé plus de 100 000 sites internet marchands en France. Selon eux, moins d'1% réalisent plus de 300 transactions par jour.
Donc le marché est aujourd'hui trusté par un petit nombre de très gros acteurs et je crois que c'est de l'ordre de 80% des sites internet aujourd'hui en France qui réalisent moins de 3 transactions par jour. Donc clairement ça ne fonctionne pas, hein. Enfin, en tout cas pas à la hauteur que on nous avait prédite il y a de cela une quinzaine d'années. On a des taux de transformation qui sont extrêmement bas. J'allais dire plus grave, hein, d'après une étude du CCM Benchmark qui est parue l'an dernier, en tout cas, je veux dire en début d'année, pardon, au sujet de résultats de l'année dernière, près de 60% des e-commerçants disent ne plus réussir à augmenter leur taux de transformation. Alors, je pense qu'en fin de compte, ça vient de ce que jusqu'à présent et depuis 10 ans, on s'est beaucoup concentré sur la création de trafic sur les sites e-commerce et on a surfé sur la vague de la pénétration du e-commerce chez les internautes français. Dans bon nombre de secteurs, on s'aperçoit qu'on arrive maintenant à l'asymptote et qu'il va falloir effectivement maintenant véritablement se positionner sur l'optimisation du site lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour schématiser, on sait faire venir du monde sur les sites, mais on s'aperçoit qu'on a des taux de transformation dont je dis qu'en moyenne sur la France, on doit être à 1%. Si on s'intéresse aux sites très matures, on doit passer à 2,5, 4. Et puis, de manière très exceptionnelle, sur des secteurs d'activité où on est plutôt dans de l'achat d'obligations, on peut monter à des 10 et 12, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. C'est vrai, Paul-Émile, nous rencontre beaucoup de gens qui nous parlent beaucoup d'acquisition et qui dépensent énormément d'argent sur l'acquisition et derrière ne font pas grand-chose pour fidéliser les clients. Alors que c'est vrai que si on veut augmenter le chiffre d'affaires, pendant très longtemps, on disait il suffit de doubler l'audience et on double le chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus le cas et il faut passer dans cette logique de transformation. Comment les gens qui viennent sur le site, comme ils viennent en magasin, comment je fais pour les faire passer globalement sur la caisse. Voilà, ça veut dire qu'il faut se repositionner en fin de compte sur les fondamentaux du e-commerce, hein, comme vous disiez il y a un instant. Dans e-commerce, c'est d'abord commerce, donc ça veut dire que il faut d'abord travailler sur l'offre. Hein. C'est pas un site dont le merchandising est optimisé qui vend. C'est d'abord parce qu'on sait proposer le bon produit au bon prix. Ensuite, on va travailler évidemment l'expérience client et le merchandising en est un élément fondamental. Et puis, plutôt que de courir en permanence derrière de l'acquisition, qui est un modèle en fait très pure player en fin de compte, hein, les pure players ne sont pas assez n'ont pas assez reposé leur modèle sur celui des VPCistes qui, avant de faire de l'acquisition, font d'abord de la fidélisation. Donc il faut aussi se servir de tous les canaux pour aller effectivement faire en sorte que ce soit plus le panier moyen qui soit l'indicateur clé, mais le montant moyen dépensé par un client au sein de l'enseigne qui devient maintenant le Graal. Alors dans votre livre s'appuie sur un concept que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle la rentabilité au pixel carré, dont Performance Interactive est à l'origine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, c'est même devenu une marque puisqu'on a déposé il y a quelques années. Quel est le propre en fin de compte du magasin? C'est justement d'essayer d'optimiser sa surface de vente qui est malheureusement limitée pour faire en sorte que chaque mètre carré participe au mieux à la rentabilité du modèle global. Donc les distributeurs traditionnels parlent de rentabilité au mètre carré, hein, c'est un élément absolument essentiel. Les VPCistes ne parlent pas de rentabilité au centimètre carré par rapport à leur catalogue, mais c'est tout comme ils éditent chaque année et à chaque saison, donc sur leur Big Book, ils réimpriment ça en interne avec l'ensemble des résultats de vente sur l'ensemble des pages. Donc, ils font là aussi un rapport entre la place que prend un produit sur la page et le résultat de vente et la marge qu'ils ont pu dégager. Le fameux linéaire dans les magasins entre le haut, le bas. Voilà, et puis on essaye d'optimiser effectivement chaque linéaire et les VPCistes optimisent leur surface de vente également, qui est donc chacune des pages. Alors, l'idée c'était effectivement de rebondir sur ce terme de rentabilité au mètre carré et de s'inspirer justement de ce qui a été fait dans le commerce traditionnel pour mettre en place une vraie démarche merchandising. Alors quand je dis une vraie démarche merchandising, c'est que on voit du merchandising très souvent la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que certains disent oui c'est la manière de présenter ses produits sur Internet, d'autres vont jusqu'à caricaturer en disant c'est l'animation commerciale.
En fait, si on s'intéresse vraiment à la démarche merchandising, ça démarre beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que dans la méthode que nous avons et construite et mise en œuvre, et donc qui est décrite dans l'ouvrage, je propose une première approche de cette démarche d'e-merchandising à travers 3 phases. La première que j'ai appelée la phase de stratégie, qui consiste à partir de son modèle économique et de l'offre potentielle, en s'appuyant avant tout sur les besoins des clients et leur comportement habituel sur les secteurs traditionnels de distribution, mais également à distance, puisqu'il ne faut pas oublier que l'e-commerce, ce n'est que de la vente à distance, eh bien, on va définir quel est le concept marketing du site internet, quel est le périmètre de l'offre, et puis on va rentrer donc dans la phase que j'appelle de phase d'organisation, où on va structurer le magasin. C'est un peu comme si on dessinait le plan du magasin. On va laisser des allées parce qu'il va falloir accompagner le client jusqu'au bon rayon. Il va falloir regrouper un certain nombre de produits entre eux et de manière beaucoup plus simple sur Internet que dans un magasin traditionnel, puisque là, la surface de vente est entre guillemets potentiellement illimitée. Et c'est dans une 3e phase simplement qu'on va rentrer dans la phase que j'appelle donc de présentation, où on va élaborer des pages intermédiaires, on va les appeler pages catégories, pages univers, pages famille, etc. Et puis le cœur du réacteur qui sont les listes et les fiches produits. Tout à fait. Alors, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que on a réussi aux 2/3 l'exercice quand on a terminé la phase d'organisation et qu'elle est effectivement pertinente. Et malheureusement, quand on voit nous-mêmes arriver des cahiers des charges, on nous demande des refontes ergonomiques, des refontes graphiques, et jamais des refontes merchandising. Alors qu'en fin de compte, le maître mot, c'est de prendre énormément de recul par rapport à la problématique pour repenser les vraies expériences à faire vivre au client, donc repenser totalement le parcours du client pour ensuite être capable de lui présenter une ergonomie qui va bien. Mais très souvent, et on a pu le démontrer, l'ergonomie peut même nuire au e-commerce. Si je vous prends l'exemple dans le commerce traditionnel d'un Ikea, on ne peut pas dire que le magasin soit spécialement ergonomique. Si jamais on faisait une étude client qui montrait effectivement cela et qu'Ikea dise « Ah bah très bien, donc je vais réorganiser mon magasin de manière extrêmement traditionnelle », bah, son taux de transformation qui est celui d'un hypermarché tomberait à celui d'un magasin traditionnel et spécialisé, c'est-à-dire ils perdraient 1/3 de leur chiffre d'affaires. C'est vrai que vous évoquez cette notion d'ergonomie. Moi, je donne souvent cet exemple à mes clients ou à mes prospects en disant bah, vous travaillez beaucoup souvent sur l'ergonomie pour faire en sorte qu'on ait le moins de clics possible pour aller jusqu'au panier, pour aller jusqu'à l'acte final d'achat. Et je donne souvent un exemple, le merchandising, les facettes, etc. contribuent à aider le client à trouver le plus rapidement son produit. Et je donne souvent cet exemple. Personne ne se pose aujourd'hui la question, quand je viens sur un site, on va dire vestimentaire, eh bien, on me demande quelle taille je veux mon jean. Ben, je veux dire, je fais du 38. Puis après, je change de famille, je vais sur les pantalons, on me demande encore dans quelle taille. Je vais sur les shorts, on me demande encore en quelle taille. Ben, c'est toutes ces notions qui contribuent, d'accord, aussi à améliorer l'expérience client et faire en sorte que les produits remontent le plus rapidement possible sans qu'on me redemande à chaque fois. Un vendeur dans une boutique ne me redemande pas à chaque fois qu'on passe d'un rayon à l'autre dans quelle taille je veux le produit. Je lui ai dit une fois quelle était ma taille, il me propose toujours les produits en relation avec ma taille. Alors, je voudrais simplement rebondir sur ce fameux one-click shopping. Effectivement, tout le monde dit qu'il faut limiter le nombre de clics pour aller jusqu'à l'achat. C'est un modèle très amazonien, entre guillemets. Le modèle d'Amazon est un modèle, comme je vous disais tout à l'heure, qui consiste à dire si vous avez trouvé le bon produit, j'ai le moteur de recherche qui vous permet d'y aller directement et ensuite on va vous encaisser de manière extrêmement rapide. Dès lors que l'on est dans des scénarios d'achat sur lesquels il y a nécessairement un accompagnement, et du fait qu'aujourd'hui on soit dans des logiques de surf sur ADSL, 3G, voire 4G maintenant, on peut se permettre d'avoir un clic de plus, pourvu que ce clic apporte effectivement de la pertinence et de la fluidité. Donc on n'est pas à la chasse au clic, on est d'abord au design d'une expérience client et d'un parcours idéal, et ensuite on va essayer évidemment, dans le cadre de ce parcours, d'optimiser le nombre de clics.
Donc on ne va pas rajouter des étapes pour le plaisir d'en rajouter, bien évidemment, mais ce n'est pas l'objectif premier. Et c'est là où on va parler d'ergonomie quand on va essayer de limiter le nombre de clics, mais c'est d'abord ce cheminement de pensée du consommateur qu'il faut comprendre et sur lequel il faut respecter un certain nombre d'étapes. C'est ce que nous allons voir par la suite. Bon, dans votre ouvrage, pareil, vous parlez beaucoup de l'amélioration de l'efficacité du site marchand, hein, qui est l'une des problématiques de tous les e-commerçants aujourd'hui, hein, comment gagner plus, être plus performant, etc. Et vous donnez, on va dire que vous donnez synthétiquement des axes de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quels sont ces axes aujourd'hui pour améliorer cette rentabilité, cette performance? Alors, justement, l'idée, premièrement, c'est de vraiment arriver à prendre beaucoup de recul. Quand on a la chance de ne pas être un pure player et d'avoir derrière soi des équipes de vente qui ont une grande expérience, que ce soit au téléphone pour des VADistes ou que ce soit des vendeurs dans les magasins, il faut comprendre avec eux qu'ils peuvent clairement apporter une matière absolument phénoménale. Il faut comprendre avec eux comment un client rentre dans l'offre, par quel bout il va le prendre. Alors quand on pose la question à quelqu'un qui a l'habitude de répondre au centre d'appel, on lui dit après le bonjour, qu'est-ce qu'ils vous disent vos clients? Et très rapidement, on arrive à déterminer un très grand nombre de scénarios potentiels qui vont être, en fin de compte, la matière de base. Donc, quitte à jouer le pléonasme, on dit, on va commencer à travailler l'ensemble de son offre en traitant de ce que j'appelle le marketing du besoin. C'est-à-dire, le marketing, c'est par essence même traiter le besoin, mais si j'insiste sur ce fait-là, c'est qu'on va partir de ces différents scénarios pour essayer de construire chaque parcours. Et on va s'apercevoir qu'en fin de compte, sur chacun de ces scénarios, il va y avoir des fonctionnalités qui vont apparaître de manière très naturelle. Par exemple, lorsque vous êtes dans une logique où réapparaît le réapprovisionnement, c'est-à-dire j'achète la même chose que la dernière fois, eh bien vous vous apercevez vite qu'il suffit de mémoriser ses achats et de proposer que le client puisse le recommander à partir de son compte client qui est malheureusement trop administratif. Très honnêtement, à part les cybermarchés qui ont compris ça parce que c'était leur raison de vivre, qui sont aujourd'hui les vendeurs, par exemple, d'électronique grand public qui vous permettent de recommander vos cartouches d'imprimante directement dans votre compte client? C'est vrai que vous parlez beaucoup de cette notion de parcours client. On a beaucoup de gens ont développé ces notions de parcours client, mais aujourd'hui souvent dans ce que je vais appeler le marketing sortant. Beaucoup de gens qui ont fait l'acquisition de solutions de marketing automation, hein, en disant voilà, mon client s'inscrit, à J+1, je lui envoie tel message, à J+2, je lui fais ceci, à son premier acte d'achat. Voilà, on détecte un certain nombre d'événements clients, et puis derrière, ce n'est aujourd'hui malheureusement que de la communication sortante, alors que cette notion de parcours client, eh bien, elle devrait être aussi sur l'ensemble des canaux et y compris sur le site web, faire en sorte qu'on reconnaisse le client, on sait qu'il est venu, qu'il a déjà acheté et l'aider dans cette phase de recherche. Alors évidemment, le besoin, il va être générique, mais il va aussi dépendre du type de client qui est en face de soi et ce qu'il est en train de faire sur le site. On reparlera de personnalisation, bien sûr, un peu plus tard. Donc c'est à partir de ces scénarios qu'on va construire l'offre et une fois qu'on a construit cette offre, encore une fois, on a fait les 2/3 du boulot, si vous me permettez l'expression, on va commencer à présenter cette offre-là. Et puis, si le trafic est au rendez-vous, et normalement, il devrait y être, et pourvu qu'il soit qualifié, on a effectivement des sites sur lesquels on peut augmenter de manière très significative les taux de transfo. Alors, vous avez fait tout à l'heure un parallèle entre le magasin physique et la structuration d'un site e-commerce, dont l'idée est d'accueillir, de guider, d'accompagner le client. Comment on fait la relation entre magasin physique et site web? Vous avez un petit peu le parallèle là sur ce slide. Il faut quand même être relativement prudent. Ça permet de définir l'organisation générale d'un site e-commerce. Malheureusement, le danger, c'est qu'on considère que le client passe d'abord par la vitrine, puis rentre par la homepage, puis passe par les pages univers, etc., etc. Alors qu'en fin de compte, ça ne se passe pas du tout comme ça, évidemment. Il va arriver sur la homepage si vous avez une forte notoriété et donc spontanément, il se dit « Tiens, pourquoi j'irai pas sur telle enseigne pour assouvir mon besoin ?» Mais très souvent, il va rentrer par le linéaire directement, donc il va se téléporter en plein milieu du magasin. C'est vrai qu'autant dans le monde physique, on passe toujours par la porte d'entrée et on repasse toujours par la porte de sortie ou par la caisse dans un magasin.
Autant sur un site web, j'arrive par un moteur de recherche, j'arrive par une newsletter, j'arrive par des sites web affiliés, etc. Et donc c'est vrai que l'origine du contact est totalement différente. Exactement. C'est un peu, si je fais le parallèle, c'est un peu quand un vendeur de la Fnac voit arriver au rayon téléviseur quelqu'un dans son rayon. Il se pose pas la question de savoir s'il est passé par la vitrine, par la page, par la porte d'entrée, par quelle porte d'entrée. Il arrive et puis il lui pose tout de suite la bonne question qui a trait normalement à la vidéo et à la télévision. Donc ça veut dire que simplement on peut se servir effectivement et faire ce parallèle pour bien comprendre quelle est la manière de construire un parcours client, mais en faisant bien attention que le client va pouvoir arriver avec des degrés de maturité par rapport à son achat qui peuvent être différents, et il faut le faire arriver directement sur une fiche produit, bien évidemment, s'il a tapé une référence produit dans Google ou dans le moteur de recherche du site lui-même. Alors si on regarde l'organisation générale du site, on va parler par exemple de la home page. Vous dites dans votre ouvrage, la home page est censée accueillir l'internaute. Bien souvent, cet objectif est oublié et la home page devient la juxtaposition d'un très grand nombre de messages qui, au lieu d'accueillir efficacement le visiteur, ont tendance à brouiller et complexifier sa démarche. Si vous regardez plein d'exemples, là vous montrez celui de la Fnac par exemple. Alors nous n'avons rien contre la Fnac, bien entendu. Non, moi non plus. Mais on peut prendre plein d'autres exemples, qui étaient caricaturés, prenant l'exemple de Cdiscount aussi. En fait, on est sur des sites qui, à force de faire passer 200 messages sur la page, en fin de compte, complexifient l'approche du client. Donc, on va de plus en plus, je pense que vous l'avez remarqué, vers des pages d'accueil qui vont être relativement minimalistes. C'est la manière, évidemment, de faire passer un certain nombre de messages de type animation commerciale, de type message sur la marque, et on va pouvoir d'autant plus l'optimiser si l'on sait que le client est déjà venu. Pas la peine de lui refaire le coup de la marque, entre guillemets, alors que c'est la troisième fois qu'il arrive sur le site internet. Donc, où on commence à parler de personnalisation, c'est-à-dire l'optimisation des messages que je vais faire passer sur ma page d'accueil, dès lors que je sais que le client est déjà venu, ou que je pense que le client est déjà venu, que c'est un homme, que c'est une femme, etc. Donc, de la même façon, on est en train, je pense que vous l'avez remarqué aussi, d'oublier un petit peu ce fameux graphisme dont on disait qu'il était là pour retranscrire l'ADN de la marque. On commence à arriver là aussi sur des sites extrêmement minimalistes où enfin on laisse la place aux produits. Je ne sais pas si fermez les yeux 2 minutes et puis essayez de penser au magasin dans lequel vous pouvez vous balader le week-end pour faire votre shopping. Ce que vous en retiendrez visuellement, c'est d'abord les produits et pas la décoration du magasin. Même si la décoration y contribue un peu, Elle va en tout cas dans les marques de luxe. Bien sûr. On voit bien que tout ça est lié. Bien sûr, mais ça intervient à un second niveau. Et donc il faut, là aussi, comme je disais pour l'ergonomie, replacer l'ergonomie au bon niveau. De la même façon, le design, ou disons le graphisme, doit parfaire le merchandising et n'est pas, en fin de compte, une fin en soi. Tout à fait. Il y a un thème dans votre livre que j'aime beaucoup, en tout cas qui est très cher à Compario, c'est la notion de maturité de l'acheteur vis-à-vis de la décision. Et ça, je voudrais qu'on rentre un peu dans ce détail, parce que je pense que quand on parle de personnalisation ou de merchandising, d'exposition de son offre, comment on peut présenter ses produits, on doit tenir compte de cette notion. Alors, bien évidemment, surtout que on sait aujourd'hui que, contrairement à ce qui se passe traditionnellement sur les circuits physiques, le cheminement de pensée d'un client face à l'achat ne se déroule pas au cours d'une même session de vente dans le magasin, mais que, au contraire, ce cheminement de pensée va s'étaler dans le temps et sur un très grand nombre de sites internet. Donc, toujours est-il qu'il y a effectivement, par rapport à cette maturité, une approche progressive des clients vis-à-vis d'un certain nombre de produits. Alors, la maturité, elle passe tout de suite à 100% quand je m'aperçois que j'ai plus de petits pois à la maison et que je me dis, je prendrai les mêmes la prochaine fois, où je mets dans ma liste de courses le fait qu'il ne faut pas que je les oublie. Dès lors qu'on est sur des produits beaucoup plus engageants en termes d'achat, on va passer par un certain nombre d'étapes. Et c'est vrai que habituellement, on représente par ce fameux entonnoir à gauche le fait qu'à un moment donné, comme tout vendeur en magasin, je dois essayer de faire passer le client d'un univers des possibles de N à 2, 3, 4 produits
pour vite lui permettre ensuite de passer à l'action. Donc et c'est comme ça que se sont construits traditionnellement les sites internet. On est passé par une page d'accueil, puis une page catégorie, puis une page famille, puis une liste, puis une fiche, etc., etc. Alors le problème est que ça fonctionne relativement bien quand on est dans des scénarios d'achat qui sont des achats que je vais qualifier de raisonnés. Dès lors qu'on est dans de l'achat d'impulsion, voire pire, le chalandage, typiquement le prêt-à-porter, où tous les secteurs d'activité où à un moment donné, en fin de compte, mon besoin n'est pas si précis que ça, mais que je suis plutôt dans une logique où je balaye un petit peu l'offre avant de me faire une opinion et peut-être du coup finir par un petit entonnoir parce que ça y est, j'ai décidé d'acheter le pull noir en taille 38. Eh bien, force est de constater là aussi que les sites internet au niveau du prêt-à-porter notamment traitent le plus souvent cet entonnoir, alors qu'en fin de compte, si on regarde sur la droite, la manière dont une femme, par exemple, peut aborder une offre dans un magasin, on va s'apercevoir que ça n'a absolument rien à voir. Et que ce n'est pas en mettant systématiquement des filtres sur la gauche qui correspondent à des filtres, je dirais, presque d'attributs techniques, qu'on va arriver à la faire progresser dans son choix. Donc, je pense que dans l'achat raisonné, on maîtrise à peu près le parcours client, je vais oser type, alors que dans tous les cas d'achat d'impulsion, de shopping, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'univers sur lesquels ça se passe, donc je pense qu'on est à l'an zéro du merchandising, et c'est là où il faut véritablement retourner en magasin et essayer de voir comment est-ce qu'un consommateur peut se comporter. Justement, par rapport à la maturité de l'acheteur vis-à-vis de cette décision, moi je dis souvent à nos clients ou à nos prospects que la navigation ne doit pas être le reflet de votre catalogue. La plupart du temps, c'est ça. On a défini les univers, les familles, les sous-familles, etc. Mais c'est toujours lié à un catalogue. Mais ça doit vraiment répondre au cheminement de pensée du client. Il y a trop de sites aujourd'hui qui vous amènent directement au niveau le plus fin. D'accord ? Il faut que j'aille tout de suite sur le contour des lèvres. Alors qu'en fonction de mon niveau de maturité, est-ce que je suis dans la phase de je veux faire connaître, je veux susciter l'intérêt, ben, je dois pouvoir accéder au rayon maquillage, puis au rayon des lèvres, puis enfin au contour des lèvres, et pas me donner uniquement l'accès directement en finalité au produit. Je vais susciter l'intérêt dans ma famille de maquillage, sur les lèvres, etc. Et là, pour l'illustrer, ben, j'ai pris un exemple, un de nos clients qui est Conforama. C'est vrai que ils vendent, je me suis mis dans le petit électroménager. Trop tendance, il faudrait que j'aille dire qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux une friteuse, une bouilloire, etc. Alors que l'idée de susciter l'intérêt, de faire connaître, c'est peut-être d'abord de dire tiens, je vais passer par les petits appareils de cuisson. J'ai envie de découvrir quels sont les appareils sans pour autant aller dire que je veux absolument tel type d'appareil. Je donne souvent cet exemple par rapport à la mode, des gens qui distribuent de l'habillement, ou trop tendance, on me dit dans l'habillement, qu'est-ce que tu veux? Je veux des doudounes ou je veux ceci. Mais je veux un accessoire, je veux un sac, je veux des chaussures. Alors qu'on peut aussi scénariser ces pages en disant, tiens, je vais mettre en avant dans ma page des accessoires, quelles sont mes meilleures ventes de chaussures, mes meilleures ventes de sacs, quelles sont les nouveautés, etc. Donc de susciter l'intérêt par rapport à l'ensemble de ces clients. Un deuxième constat que je fais souvent, c'est que on ne tient pas souvent compte de la notion de primo-visiteur. Un primo-visiteur, on sait tous qu'on a besoin de le rassurer, on a besoin de l'aider. Pareil, sur les sites, trop souvent, on vous met en bas de page les conditions générales de vente, on vous met les conditions de paiement, c'est du 3D Secure, etc. Mais c'est toujours l'internaute qui doit faire l'action d'aller cliquer pour voir comment le paiement est sécurisé, etc. Les conditions de livraison, c'est souvent quand j'arrive en fin de panier qu'on commence à me parler de la livraison. Là, juste un exemple, c'est de se dire, tiens, j'ai peut-être intérêt à aller pousser des bannières différentes parce que je suis primo-visiteur par rapport à un client régulier. Un client régulier qui a l'habitude d'acheter, je n'ai pas besoin de lui réexpliquer qu'il va être livré chez lui par un colis privé pour 8 €. Il a l'habitude, il vient régulièrement sur le site. J'aurai d'autres messages à lui communiquer. Par contre, le primo-visiteur, il est super intéressant dès la fiche produit de lui délivrer un certain nombre de messages pour l'aider à passer dans cette phase de concrétisation de l'achat. Je dirais, comme vous le dites, je pense que l'essentiel, c'est de travailler l'offre produit en général, la manière dont elle est présentée, mais également les mises en avant de manière contextualisée. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à un client que le paiement est sécurisé quand il arrive sur la page d'accueil, parce qu'on le place plutôt dans un
contexte anxiogène, alors que on va lui dire uniquement quand il arrive sur le panier que le paiement est sécurisé. Voire même si c'est son 50e achat, on va même lui faire oublier ça et on va en profiter pour le rappeler qu'il va acheter, ce produit avec zéro risque parce que les frais de retour sont offerts ou que sais-je encore. Donc effectivement, il faut, en fonction de l'endroit où je me trouve sur le site, mais aussi en fonction du client qu'on a en face de soi, optimiser la surface de vente, où on reparle de rentabilité au pixel carré, c'est-à-dire que chaque pixel est important, et donc il faut l'optimiser. Alors, il y a un certain nombre de spécialistes sur le marché du merchandising qui indiquent que globalement, le chiffre d'affaires tiré sur un site web, 15 à 30% arrive par le moteur de recherche, 40 à 60% par le fond de l'offre et de 5 à 15% par les opérations commerciales. Alors, si nous parlions un peu du rôle de la recherche. Quand on parlait tout à l'heure de navigation, on a donné un exemple à travers de l'onglet du menu déroulant. Évidemment que le moteur de recherche fait partie de cette navigation. C'est un outil extrêmement important dont il faut aussi se méfier si on a une offre qui n'est pas représentative de ce qu'un consommateur peut avoir à l'esprit. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va taper dans ce moteur de recherche le mot-clé qui lui vient à l'esprit et sur lequel peut-être que le marchand n'a pas de réponse. Donc la première question qui est à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin ou non d'un moteur de recherche. Bon, dès lors que je pense qu'on peut dire que dès lors que l'offre est très large et très profonde, évidemment c'est un indispensable, ou que tout produit générique est présent au niveau de l'offre, donc on va se servir du moteur de recherche. Mais ensuite, la difficulté avec ce moteur de recherche, c'est bien de faire atterrir, là encore, au bon endroit, le client en fonction de sa maturité. Et ça, c'est magique parce que ce soit dans Google où il a tapé un mot-clé, ou que ce soit au sein même du moteur de recherche interne, eh bien, si on sait analyser la teneur, en fin de compte, des mots-clés ou la signification des mots-clés qui ont été saisis, il faut impérativement le faire arriver au bon endroit. Alors, vous me direz, c'est tout bête, mais c'est pas si bête que ça. Force est de constater, là encore une fois, que c'est pas véritablement mis en œuvre. Justement, ce que je voulais illustrer maintenant, c'est à travers quelques exemples clients, ce qui est intéressant dans la recherche, c'est que c'est pas d'arriver uniquement sur une page de recherche, comme le disait Paul-Émile, c'est peut-être aussi d'arriver sur des landing pages, d'arriver aussi à faire de la mise en avant dans cette mise en œuvre. Alors là, j'ai pris un exemple chez Decathlon, un de nos clients. Quand je tape Garmin, qui est une marque, eh bien, je vais arriver directement sur une landing page bien particulière, dédiée à cette marque, avec une scénarisation de l'offre, etc. Ça, c'est intéressant. Je vais donner un autre exemple où il faut savoir aussi jouer avec la recherche. J'ai un de nos clients qui, lorsqu'on a parlé de ce sujet, me dit, voilà, il faut savoir que alors c'est dans l'habillement, il me dit quand une femme cherche une robe rouge, on aurait tendance à lui présenter et lui lister que les robes rouges. Mais globalement, ce qu'il me dit, c'est que 80% des femmes qui recherchent une robe rouge achètent une robe noire. Et donc, l'intelligence qu'il voulait mettre dans le moteur de recherche, c'est bien sûr d'afficher des robes rouges, mais c'est aussi d'afficher des robes noires, de mettre les meilleures ventes des tops noirs, parce qu'il sait que 80% des clientes qui tapent le mot robe rouge achètent des robes noires. Alors, donc, de ne pas faire que du simple mot à mot, d'accord, mais d'amener toute l'intelligence. Si on reprend le slide tout à l'heure, on remémorise le slide tout à l'heure avec l'entonnoir versus le cas du shopping, on est exactement dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans tous les scénarios où on est dans une logique d'achat plutôt impulsif ou carrément de chalandage pur et dur, il faut créer de l'adhérence. Et l'adhérence, elle va venir soit spontanément de l'utilisatrice, en fait de la consommatrice, du consommateur. L'exemple que vous venez de donner, tiens, pourquoi pas une robe rouge en ce moment, mais en tout cas j'ai 4 femmes à la maison, ou 4 filles à la maison, force est de constater que quand elles partent avec une idée, elles reviennent souvent avec autre chose. Pourquoi? Vous n'êtes pas comme ça, Paul-Émile. Non, parce que justement, si on s'intéresse maintenant au comportement plutôt masculin, on va s'apercevoir qu'on n'a pas du tout la même approche, même si certains laissent parler leur part de féminité, et effectivement des marques comme The Couples par exemple adressent l'homme comme la femme. Bien souvent, si je regarde des boutiques de chemises, le merchandising d'une boutique de chemises pour hommes n'a rien à voir avec une boutique de prêt-à-porter pour femmes. Donc, il faut effectivement que ce moteur de recherche
sache se dire à un moment donné, oui, elle me demande tel type de produit, mais je sais très bien pourquoi elle me demande ce type de produit, c'est qu'elle est à la recherche d'idées, et donc on va rentrer vite dans du look, hein, par exemple, dans des types de produits, donc on va être dans une logique de push, parce que quand on est dans du shopping, on est extrêmement ouvert aux sollicitations. C'est pour ça que on ne l'évoquera pas ce matin parce qu'on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais dans votre livre, vous parlez beaucoup du rôle de l'analytique. Et l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, 80% des femmes qui cherchent une robe rouge achètent une robe noire. C'est des informations qui proviennent de l'analytique, hein, des solutions analytiques, et que justement aujourd'hui, cette notion doit être utilisée dans le ranking des produits, à la fois dans une page de recherche, mais aussi dans une page liste. Donc par rapport à ce ranking et ce positionnement produit, vous parlez de plusieurs notions, de capacité de sélection, de faculté de différenciation des produits entre eux, de gestion de plusieurs niveaux de lecture et de l'optimisation commerciale de la liste. Oui, alors bon, ce serait trop long de rentrer vraiment dans le détail, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je disais tout à l'heure, les 2/3 du boulot sont réalisés dès lors qu'on accompagne le client jusqu'au bon nœud d'arborescence. Hein, je vais l'appeler comme ça pour simplifier. Une fois qu'on est là, c'est vrai que ces listes et ces fiches produits se trouvent au cœur du réacteur. C'est là que ça va se passer, quoi qu'on en dise. Donc, l'idée est, de la même façon qu'on a organisé des rayons dans les magasins, qu'on met des produits sur des tables et d'autres sur des portants, dans le prêt-à-porter, eh bien, il faut organiser son offre en fonction de ce que l'on sait être évidemment le comportement du client, mais aussi en fonction de sa propre politique commerciale, hein, puisque je rappelle quand même que le merchandising, c'est cet équilibre entre la réponse aux besoins et la politique commerciale du magasin. Donc là, on va essayer de faire en sorte que, avec une lecture visuelle extrêmement rapide, l'internaute arrive rapidement à trouver soit des adhérences visuelles, dans le cas du prêt-à-porter, soit des caractéristiques du produit qui vont lui permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors pourquoi je parle de gestion de plusieurs niveaux de lecture sur cette fameuse liste? Ça, c'est un vrai facteur clé de succès, c'est que quand on regarde bien la grande majorité des sites internet, quand je vois un produit sur une liste, si je veux en savoir plus, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le produit, j'arrive sur la fiche. La probabilité que ce produit m'intéresse est peut-être relativement faible, donc je vais faire un back ou un retour, et puis on est parti pour des allers-retours incessants entre la liste et la fiche. Alors qu'au contraire, c'est directement sur cette liste qu'il va falloir se poser la question de savoir quelles sont les bonnes informations à faire apparaître. Alors, évidemment, on ne va pas faire un sapin de Noël, hein, donc toutes ces informations vont être accessibles directement visuellement, mais on est sur un support interactif, donc faisons jouer l'interactivité. Donc, j'approche ma souris d'une zone, je vais pouvoir faire apparaître une autre information. Je vous invite à regarder, alors c'est peut-être un peu caricatural, mais ce que fait la FNAC dans certains de ces rayons, où il y a une liste qu'ils sont allés jusqu'à réaliser en flash, qui, quand vous cliquez sur un produit, se réorganise à la volée pour vous montrer une mini-fiche. Ouais. Bon, c'est un niveau de lecture. C'est dans le prêt-à-porter quand je vois tout de suite les tailles disponibles, que je vois que j'ai carrément accès à une galerie de visuels directement sur la liste, etc., etc. Donc, il y a effectivement à travailler de manière chirurgicale vraiment, hein, sur ces listes. Parce que là alors, on a quasiment fait le dernier tiers. Hein. La fiche n'est plus que pour, si vous me permettez l'expression, porter les stockades, mais le choix du produit va se faire très souvent directement sur la liste. Si ce n'est pas le choix définitif, c'est en tout cas l'orientation vers le bon produit. Tout à fait. Alors nous, il y a un autre thème qui nous intéresse beaucoup chez Compario, c'est de se dire que ce ranking, il doit être dynamique. Il doit être dynamique. Pourquoi? Parce que si on prend la façon d'organiser les produits qu'on a envie de mettre en avant sur cette page listing, souvent ça tient compte à la fois des stocks, du nombre de visites, des marges. Voilà. On définit souvent des règles de ranking qui peuvent être très complexes d'un métier à l'autre, mais souvent ces règles de ranking elles restent fixes pour une journée. J'ai même rencontré un prospect récemment qui me disait c'est pour 8 jours. Voilà. Pendant 8 jours, on affiche un produit en haut de la page sans savoir s'il est disponible, etc. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à la fois dynamique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la journée, si je positionne en première position le produit pour lequel j'ai une politique de déstockage et qui va bien se vendre,
il se vend dans la journée, forcément, il était en première position, quelques heures après, il sera en troisième ou cinquième position, et puis il finira peut-être sur la page 2 en fin de journée, parce qu'il aura bien été déstocké, et ainsi de suite. Donc de rendre dynamique tout ça par rapport à du temps réel, par rapport aux statistiques de visite, au chiffre d'affaires généré, et ainsi de suite. La deuxième chose aussi que j'évoque souvent, c'est ça va être dynamique par rapport à ce que dit l'internaute. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je lui positionne des produits en premier et quand il revient sur la page et qu'il n'a pas cliqué sur ces produits, ça ne sert à rien de le laisser toujours en avant. De la même façon, on voit trop sur des sites web où on vous fait une mise en avant, on vous dit tiens voilà mes meilleures ventes d'appareils photo. Alors on sait très bien que derrière le terme meilleure vente, on y met bien ce qu'on veut. En tout cas, vous mettez les produits que vous avez envie de vendre aux clients avec des titres souvent élogieux, etc. J'ai vu, c'est assez drôle, chez un pure player récemment, un appareil photo, ils mettaient leur meilleure vente. C'était un appareil photo à 2 990 €. Et là, je peux vous dire que c'était une erreur on va dire de logistique, où aujourd'hui ils traitent ça manuellement dans le fichier des produits, où ils mettent des 1 et des 0 pour que ça arrive en 1 ou en 0. Ils se sont trompés de ligne. Donc pendant une journée, ils ont dit la meilleure vente était un appareil photo à 2 990 €. Donc je pense que là, c'était encore une erreur, et quand je parle de dynamisme, c'est de faire en sorte que ce soit dynamique. Mais reprenons l'exemple de cette mise en avant des appareils photo. Je mets en avant mes meilleures ventes. Donc je mets en avant mes meilleures ventes des appareils photo. Par contre, quand l'internaute va dire tiens, je veux de telle tranche de prix, ou je veux de telle marque, ou je veux de telle couleur, généralement cette mise en avant sur beaucoup de sites, elle disparaît. Et pourtant, j'ai bien un conseil à faire. J'ai bien une meilleure vente dans la tranche des appareils de 100 à 200 €. Et donc, je dois continuer à faire en sorte que ce merchandising soit dynamique en fonction de la réaction du client par rapport à ce qu'il fait. Où on parle justement de la fameuse hauteur des yeux. Dans des yeux qui est illustré à travers, alors là c'est Crazy Egg qui avait fait ce schéma. On voit bien tout l'intérêt de présenter, de scénariser son offre, parce qu'on sait que la plupart des gens voient le haut de la page, 80% commencent à aller jusqu'au milieu, 50%, alors page 2, page 3, page 4, vous voyez bien la dilution que l'on va avoir au niveau. Et ce qui est important, c'est que l'art de scénariser cette mise en avant dans une page listing, de la rendre dynamique, de tenir compte de ce que dit le client, donc d'arriver à avoir un ranking globalement presque personne par personne en fonction d'un certain nombre de paramètres. En tout cas, type de produit par type de produit, d'accord. Eh bien, chez certains de nos clients, les 8 premiers produits génèrent 50% du chiffre d'affaires. Et c'est pas anodin. Et donc, c'est tout l'art de mettre en place tout ça. Il y a un point qui est évoqué dans le livre, qui est la personnalisation, mais ce que je voulais revenir, moi, aujourd'hui on parle beaucoup du web, mais ce qu'il faut se dire, c'est que toutes ces techniques que l'on évoque, elles sont aussi valables pour des bornes en magasin, pour des applications mobiles, pour des tablettes vendeurs, etc. Et donc, il faut assurer ce que je vais appeler la cohérence. Alors, la personnalisation, on a beaucoup parlé, tout le monde aujourd'hui parle de l'expérience client. Il y a une étude du Forrester récente qui dit que 93% des clients veulent plus de personnalisation avec la marque ou l'enseigne. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui un des enjeux majeurs, faire en sorte qu'on arrive à trouver. Alors j'ai repris un vieux slide, parce que souvent quand on parle de personnalisation, la référence c'est Amazon. Alors, je sais que Paul Émile aime bien dire ce qui est bon pour Amazon n'est pas forcément bon pour votre business. Ça, certain, parce que c'est un modèle encore une fois très particulier. Donc c'est avant tout une place de marché exceptionnelle sur lequel, encore une fois, Amazon n'essaye pas d'adresser tous les scénarios d'achat, mais simplement ou majoritairement celui qui consiste à répondre à un besoin très précis d'un client. Mais on parlait de page d'accueil tout à l'heure. Il suffit d'aller sur la page d'accueil d'Amazon après y avoir vécu une certaine expérience pour s'apercevoir que 95% de la surface utilisée sur la page d'accueil sont exclusivement des données de type personnalisation. C'est-à-dire c'est parce que vous avez vu, parce que hier vous êtes venu, parce que. Donc il y a toujours une motivation. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là aussi, il a bien compris qu'on n'était pas dans un phénomène de type Big Brother, c'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, si le client n'a pas cliqué une fois, deux fois, trois fois, je vais passer à autre chose. Je vais essayer de lui présenter autre chose. Et c'est là où les Web Analytics dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de mesurer l'impact d'une action, est un élément fondamental. Alors c'est pas neuf, si vous allez reprendre les ouvrages de merchandising pur traditionnel, on va vite vous dire que la mesure de la performance est un élément fondamental.
Donc c'est vrai que là, l'idée, hein, c'était de dire à l'époque, en 99, il disait j'ai 6 millions et quelques de clients, je veux 6 millions de vitrines. Bien sûr. Donc on est bien dans cette problématique. Euh, la personnalisation aujourd'hui, moi je présente souvent ce slide-là, hein, c'est voilà, aujourd'hui, bah, quel que soit le client, on voit la masse en bas hein, de ses clients, de ses prospects, bah, ils arrivent sur un site web, bah, j'ai une seule stratégie de communication vis-à-vis de l'ensemble de ces personnes. Alors voilà, j'ai pris Lancôme, hein, c'est juste pour illustrer à travers une marque, c'est toujours pareil, rien contre cette marque. Mais demain, globalement, c'est quoi? C'est de se dire que bah, j'ai des clients qui sont différents. Là, on voit bien dans de la cosmétique, on voit bien l'intérêt. La cosmétique, j'ai des tranches d'âge, j'ai des types de peau, j'ai des habitudes d'achat, etc. Et donc, c'est de se dire, bah, je vais adapter ma stratégie de communication à travers des sliders, à travers des messages, des images que je veux déployer sur le site, mais aussi sur la façon de scénariser l'offre, par exemple sur la home page. Ben voilà, je vais parler de produits qui vont intéresser cette cliente. Et là, c'est de se dire que je dois aussi proposer cette expérience de façon unique, quel que soit le point de contact client. Et dans cet exemple, c'est de dire quoi? C'est d'être capable d'utiliser la segmentation client. Vous êtes tous avec des solutions CRM où vous avez segmenté, scoré, analysé des scores d'attrition, des appétences, etc. Et puis aujourd'hui, souvent, ces données, vous les utilisez uniquement pour les campagnes sortantes, les campagnes marketing sortantes, en disant, tiens, je cible les gens qui sont en attrition, etc., pour les pousser vers une offre, etc. S'il vient sur le site web, je dois faire exactement la même chose. Donc là, on voit bien l'intérêt d'aller pousser des produits totalement différents. Donc, en fonction de la segmentation, de l'âge, d'un diagnostic de peau que j'ai pu faire dans un magasin, de ce que j'ai mis dans ma wishlist, de ce que j'ai dit sur Facebook, des produits que j'ai pu acheter. Alors, c'est sûrement l'objectif final, hein, mais là aussi, enfin, je pense que Compario prône également cela, il faut y aller avec beaucoup de pragmatisme, parce que bon, on se fait un petit peu peur en se disant tant que j'ai pas la base de données qui va bien segmenter, je peux rien faire. En fait, on s'aperçoit que grâce à des outils de personnalisation, de recommandation, de contextualisation de l'information, déjà sur des données assez basiques, on arrive à pousser ou à traiter des scénarios de manière extrêmement pertinente. Et évidemment, petit à petit, apprenant comment cela fonctionne, eh bien, on va pouvoir profiter des projets en parallèle qu'on aura menés pour mieux qualifier sa base, etc. Mais déjà, sur les seules informations dont on dispose sur un Magento de base sans CRM, on peut déjà aller extrêmement loin en termes de contextualisation, recommandation personnalisée entre guillemets, au moins liée à la navigation. Et donc, j'allais dire, il est urgent de commencer parce que la problématique est claire, c'est que si le e-commerce a en France 8 années d'expérience véritable, hein, ça a vraiment décollé en 2005, en termes de personnalisation, tout reste à faire. Tout reste à faire. Donc il faut très rapidement mettre le pied à l'étrier et commencer de manière pragmatique avec des premiers scénarios et puis faire monter tout doucement. Je trouve que la démarche qu'on voit actuellement sur Decathlon par exemple est extrêmement intéressante. On n'a pas l'impression que ce soit extrêmement sophistiqué, hein, Decathlon, et pourtant c'est redoutablement efficace. Quand vous allez tout bêtement sur les vélos, on vous demande on vous propose comment choisir votre vélo, et quand vous allez sur les VTT, on vous propose comment choisir les VTT. Regardez les guides d'achat sur les sites internet traditionnels, vous allez les voir souvent tout en bas de la page. Pourquoi? Parce qu'ils servent qu'au référencement naturel et pas à l'accompagnement du client. Donc, en tout cas, en ce qui concerne Decathlon, qui est un client Compario, tout ce qu'on peut dire, c'est que tous leurs indicateurs sont au vert et ils ont souvent tendance à dire au vert foncé. Donc, que ce soit en termes de progression du panier moyen, du taux de transformation, etc., c'est vraiment quelque chose d'efficace. Juste un mot pour parler de la personnalisation, en tout cas avec la solution Compario. Je vais aller très vite parce que je vois que le temps passe vite. Elle est basée dans Compario sur plusieurs notions. Elle est bien sûr basée sur la connaissance client. Ce qu'on disait tout à l'heure, je sais que c'est un homme, une femme, un primo-visiteur, un client qui achète plutôt des produits chers. Bien forcément, ma politique de ranking, d'animation, etc., doit être basée sur cette connaissance client. La deuxième est basée sur la navigation, ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je regarde? Sur quoi? Est-ce que je clique? Est-ce que je ne clique pas? Est-ce que j'utilise des facettes? Et toujours pareil, ma stratégie doit évoluer en fonction de la navigation. La navigation a aussi un autre intérêt dans Compario, c'est d'arriver à détecter des appétences. Quand je connais un client, je sais qu'il aime la marque A, ou alors que pour des jeans, il adore les jeans slim. J'ai tout intérêt à lui présenter les jeans slim en amont, en tête de gondole. Par contre, quand je ne le connais pas, le fait de visiter des produits, les caractéristiques produits sont capables peut-être de me détecter des appétences
par rapport à des marques, par rapport à des styles vestimentaires, etc., des familles de produits, et c'est d'utiliser tout ça. Basé sur le panier, on l'évoquait souvent, on n'utilise pas le panier comme une vraie stratégie de communication ou de merchandising. Je viens de mettre un produit au panier, souvent c'est uniquement dans le panier qu'on va me rappeler, tiens, quels pourraient être les accessoires que je vais pouvoir acheter. Alors que cette donnée, je vais être aussi capable d'animer mon site ensuite différemment. Basé sur la statistique, c'est ce qu'on voit, on commence à voir sur un certain nombre de sites, ceux qui ont acheté, ont regardé, etc. Donc là, ce sont des algorithmes mathématiques qui analysent non plus, donc tout à l'heure on était sur l'individu, qui je suis, ce que j'ai acheté, etc. pour personnaliser son expérience client. Là, j'analyse plus le global, j'essaie de comparer par rapport à ma navigation, par rapport aux produits que j'ai regardés, quels vont être les produits que je vais présenter par rapport à ce que les autres ont acheté. Donc, c'est toutes ces mécaniques qui vont permettre d'animer le site. Basé sur l'origine, ce qu'on disait tout à l'heure, je viens par une newsletter, je viens par un site affilié, je viens par etc. Eh bien, je dois aussi animer cet exemple. Dernier point, c'est basé sur ce qu'on appelle l'A/B testing, qui va permettre d'analyser ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut tester les approches, parce que quand on va démarrer dans la personnalisation, est-ce que de dire tout à l'heure, ceux qui aiment Canon, je leur pousse du Canon, oui, c'est peut-être bon, mais il faut peut-être aussi que je dise, tiens, pour 50%, je vais leur pousser du Canon, pour 50%, je vais leur pousser 2 Canon, plus 2 Fuji, Pentax, etc. Et je vois ce qui marche le mieux, et en fonction de ce qui marche le mieux, j'adapte l'ensemble de mes stratégies. C'est vrai pour le merchandising en général, enfin l'e-merchandising en général. C'est-à-dire l'A/B testing est un élément, un outil fondamental. Aujourd'hui, quand on parle de la hauteur des yeux dans un magasin, le chef de rayon, il sait très bien ce qu'il faut y mettre. Aujourd'hui, on a encore dans l'e-commerce pas mal de mal à le faire, donc il faut absolument tout tester en permanence. Je finirai par deux choses, on est très en retard, mais donner un exemple, un de nos clients qui est tout par gel, donc ils ont ce que j'appelle des sites partenaires, là on voit, c'est le partenaire qui est Code, qui est un laboratoire de nutrition, etc. Et bien à partir du moment où je viens de ce site partenaire, j'ai une information, je suis intéressé par des produits régime, et bien dès que j'arrive sur la home page, de quoi on me parle? Voilà, un message simple, les produits Code et les promotions. Parce que je sais d'où je suis arrivé et je vais arriver à animer le client différemment. Deuxième exemple tiré de chez Tout par Gel, c'est de dire, tiens, c'est un primo-visiteur. Eh bien, lui, je vais lui parler qu'il y a 10 € offerts dès 60 € d'achat. Alors que pour un client, je lui parle de un acheté, le deuxième à moitié prix, etc. Donc, vous voyez bien que là, on rentre vraiment dans des exemples concrets de personnalisation sur tout ça. Tous les canaux aident à la conversion. Malheureusement, je vais passer cette partie, mais c'était juste pour dire que cette personnalisation, on est capable aussi, en tout cas dans Compario, d'animer ces emails. On voit trop souvent des emails de les campagnes de newsletter, des relances, des abandons de panier, etc. où c'est relativement peu personnalisé, ça ne tient pas compte de l'expérience client. Comment je l'ai animé, comment je gère tout ça. Un exemple que l'on voit, c'est un email qui a été envoyé par Compario, qui est par exemple un email automatique suite à un abandon de panier. J'ai fait un abandon de panier, j'ai mis un produit. Souvent, on va juste me relancer sur cet abandon de panier. Alors que justement, mon intérêt, c'est quoi? C'est de se dire, tiens, si je ne l'ai pas acheté, il y en a quelques-uns qui vont cliquer, qui vont revenir. Mais il y en a plein d'autres qui ne reviendront pas. C'est peut-être l'occasion de leur faire découvrir l'étendue de la gamme, de l'offre, etc. Comme on le fait dans les sites personnalisés chez Compario, pouvoir se dire, je vais te présenter des produits similaires, des produits complémentaires, etc. Et ça, vous savez très bien qu'avec les solutions d'emailing, c'est strictement infaisable, parce qu'il faudrait prévoir toutes les combinatoires, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le merchandising, y compris sur de l'emailing sortant. Et là, je rebondis en 10 secondes simplement pour dire qu'aujourd'hui, fort de la culture traditionnelle des marchands, on travaille beaucoup l'optimisation du panier moyen. J'insiste beaucoup sur le fait qu'à force de vouloir faire du cross-selling à tout prix en ligne, même s'il faut en faire, l'utilisation de ces techniques dans l'emailing a montré dans un très grand nombre d'expériences que c'était encore plus efficace. C'est-à-dire aller rechercher son client en après-vente ou après-visite pour le relancer sur un certain nombre de produits, c'est presque plus efficace que d'essayer à tout prix d'augmenter son panier moyen. Donc encore une fois, c'est le montant moyen dépensé par un client dans l'enseigne qui est plus important que le panier moyen. C'est pas toujours facile à comprendre pour un distributeur pour qui l'indicateur fondamental c'est ce fameux panier moyen. Pour finir sur cette notion d'emailing qui aujourd'hui est un axe réel de développement chez Compario, on a signé un certain nombre d'accords avec
voilà, avec des gens comme Smart Focus. Alors, je parle de Smart Focus parce qu'ils ont changé de nom, c'est ex-Email Vision, hein, ils ont changé de nom il y a 2 jours, donc je suis à la page. Voilà, donc que ce soit des solutions comme Email Vision, Experian, Neolan et autres, voilà, c'est d'arriver à utiliser les capacités de personnalisation et de merchandising, y compris sur les canaux sortants. Le dernier thème que je voudrais que l'on aborde pour terminer cette présentation, c'est vous aviez un certain nombre de conseils à nous donner, en tout cas sur la démarche à mettre en œuvre, justement pour aller vers plus de personnalisation, plus de merchandising intelligent, etc. Ben, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on est face à une montagne qui est « je n'arrive plus à augmenter mon taux de transfo », on est très vite dans des approches qui sont en fait des approches techniciennes, c'est-à-dire il faut que je refasse ma plateforme parce que c'est ma plateforme qui pêche. Alors c'est vrai dans un certain nombre de cas, mais il nous a été donné de traiter un très grand nombre d'expériences où en fin de compte, plutôt que de rentrer dans une logique de refonte où, à l'arrivée, on ne saura même plus ce qui aura véritablement porté ses fruits, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain et on se place plutôt sur une courbe d'apprentissage où on va essayer, sur le site existant, de découvrir quelles sont les bonnes règles de merchandising qui fonctionnent, où on va reparler évidemment d'A/B testing, etc. Donc, je conseille énormément d'agir en 2 temps, c'est-à-dire une démarche d'optimisation. Et là, les tests, encore une fois, sont au cœur d'une démarche que je qualifie de laborantine, c'est-à-dire dans un laboratoire, on ne fait pas tout bouger en même temps, hein, donc ça demande du temps. Et on va faire évoluer tout doucement les règles merchandising. Alors, bien souvent, on a un problème, c'est que le catalogue, la gestion du catalogue ne suit pas, etc. Là où des outils comme Compario ont un intérêt absolument fondamental, c'est que sans toucher justement à la plateforme, on va ajouter à cette plateforme un moteur qui va nous permettre effectivement de tester. Et quand on aura écrit ou découvert les règles qui effectivement fonctionnent, et Dieu sait que d'un univers à un autre, elle varie, mais d'un client, enfin d'une enseigne à une autre, elle varie, parce que heureusement que l'ADN de la marque joue et de l'enseigne joue aussi, et bien là, on peut rentrer effectivement dans une démarche de refonte, mais en écrivant des règles de merchandising, les fameuses règles de gestion qui sont trop fonctionnelles, elles vont devenir marketing et commercial parce qu'on aura compris comment ça fonctionne. Et bien sûr, on va pouvoir tester la qualité du parcours, mais aussi la contextualisation dont on parlait, et puis la personnalisation de la même façon. Justement, par rapport à ce thème que vous évoquiez, Paul-Émile, c'est vrai que Compario dit aujourd'hui être un booster des plateformes e-commerce. On est vraiment là pour aider à booster ces plateformes. Donc, que ce soit du Magento, du RBS, de l'Intershop, de l'Ibris, de l'ATG, du développement spécifique, l'idée de se dire, ces plateformes sont là pour traiter plus la partie processus, d'accord, le panier, la logistique, tout ce qui va avec, le paiement et ainsi de suite. Et une brique de merchandising est là pour faire l'animation, la personnalisation de l'expérience client sur l'ensemble de ces points de contact. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est notre positionnement aujourd'hui d'être véritablement ce booster de plateforme pour aider nos clients dans la conversion, dans l'optimisation. Et d'ailleurs, on a des taux qui sont très très importants chez certains de nos clients. Le maître mot, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dynamique, c'est-à-dire être capable effectivement de changer d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, voire d'une seconde ou d'un client à l'autre, une règle. Et donc ces outils sont effectivement absolument indispensables aujourd'hui pour avancer de manière pertinente. Paul-Émile, merci. On a dépassé de 5 minutes. On va quand même vous laisser le temps de nous poser des questions. Donc vous avez la fameuse petite fenêtre qui vous permet de nous poser des questions. Juste un mot, puisque ça fait partie aussi du livre de Paul-Émile. Il parle beaucoup de la promotion, de l'animation, d'accord. Et à ce sujet-là, je vous conseille de vous inscrire. J'organise un prochain webinar, donc le 29 octobre, qui va justement aborder ce thème de merchandising, de promotion, avec un éditeur connu qui s'appelle Maxime. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, merci à tous. On attend vos questions. Ah, c'est parfait. Donc, Paul-Émile, vous avez déjà vendu un livre. Merci, merci. Donc, et il est en circulation. Il fallait en acheter plusieurs pour Paul-Émile. Il fallait en prendre plusieurs exemplaires. Ou alors le rencontrer pour qu'il vous dédicace. Voilà, avec plaisir. Je suis à votre disposition. Des questions? Ben, je pense. Ou alors nous avons été très clairs.
Eh bien, écoutez, merci à tous. On vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à revenir à la fois donc vers Compario. Vous voyez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter, mais aussi auprès de Paul-Émile pour détailler ces nombreux conseils. Voilà, je crois que je ne sais plus combien de pages, Paul-Émile, le livre. Oh, je sais plus, 388 pages. Non, Donc voilà, de nombreux conseils, de nombreux exemples. Et bonne journée à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. bonne journée.